Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux au Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain pour cette conférence de Ruth Fivas, Silberman, pour la présentation de l'ouvrage la fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale, publié chez Kalman Levy en novembre 2020 et préfacé par Serge Klarsfeld. Il faut savoir que cette conférence, on l'avait prévue il y a près d'un an, et que les circonstances, le Covid, ont fait qu'elle avait été déjà repoussée une première fois, et on a réussi à retrouver une nouvelle date. Alors, quelques éléments de présentation de Ruth. Ruth Fivas Silberman est docteur ès-lettres en histoire contemporaine de l'Université de Genève. Elle a été chargée d'enseignement à la faculté de traduction et d'interprétation de Genève et assistante de recherche au Fonds national suisse de la recherche scientifique. Et elle est historienne indépendante depuis 2011. L'universitaire genevoise a soutenu donc sa thèse en mai 2017 sur la fuite des Juifs en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Et cet ouvrage présenté aujourd'hui est un condensé de cette thèse. Cette thèse est le fruit de 20 années de recherche qui renvoie à une histoire familiale, puisque les parents de Ruth, en 1938, après l'Anschluss, fuient l'Autriche et se réfugient en Suisse à Zurich. Une autre partie de sa famille est déportée et disparaît dans les camps de la mort. Les parents de Ruth obtiennent le droit d'asile, accordé rarement en Suisse, en 1945, et s'installe à Genève, et Ruth naît juste après-guerre, en 1946. Après le décès de ses parents à la fin des années 80, elle entreprend ce travail de recherche historique et publie plusieurs choses. Itinéraire dans les ténèbres, biographie de Willy Berler, un rescapé d'Auschwitz. Puis le Fonds national suisse de la recherche scientifique la soutient financièrement et elle effectue les premiers travaux sur le refoulement des réfugiés civils juifs à la frontière franco-genevoise, prélude à une recherche plus large. Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, qui deviendra un ami, la pousse à étendre ses recherches sur toute la frontière franco-suisse. Et puis, par ailleurs, Ruth a également travaillé pour le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain, pour le département de l'Ain. Elle a conduit donc toute une recherche spécifique sur les passages à la frontière particulière du pays de Gex. Cette recherche a débuté en 2016 avec toute une campagne photographique où on est allé crapahuter sur le terrain d'ailleurs, retraçant l'itinéraire de passage de familles identifiées. Et elle a identifié 13 voies de passage qu'on appelait des spots. Je dis 13 avec le passage au col de la Faucille, vers le col de la Faucille. Et ce travail a été valorisé en 2019 dans une exposition temporaire qui s'appelait « S'exiler pour survivre », passage clandestin à la frontière du pays de Gex, qui a été présentée en 2019 au musée et qui est ouverte à l'itinérance depuis, qui a un petit peu circulé dans le pays de Gex, mais la circulation a été là aussi très perturbée par le Covid, mais qui repart et qui normalement devrait peut-être être présenté durant la saison estivale au Fort-l'Écluse. Donc sans plus tarder, écoutez, je vais passer la parole à Ruth qui va nous présenter ce beau travail. Et je peux laisser circuler éventuellement l'ouvrage. C'est mon ouvrage personnel, mais si certaines personnes sont intéressées, je peux le laisser à disposition. Voilà, je le pose ici. Voilà, merci beaucoup Florence. Je précise que l'ouvrage est de nouveau disponible. La première édition s'est épuisée en moins d'une année par le bouche à oreille parce qu'on n'a pas fait faire de présentation. Mais à partir de maintenant, début mars, il est de nouveau en vente. Donc vous pouvez le commander dans n'importe quelle bonne librairie. Alors pourquoi ce livre ? Une petite partie théorique. On s'imagine trop facilement que dans la mesure où ils étaient encore libres de leurs mouvements, tous les Juifs des pays environnants auraient dû tenter de fuir en Suisse, ou alors prendre le chemin de l'Espagne, l'autre pays neutre,
qui offrait éventuellement une perspective de salut. Mais, en réalité, le potentiel salvateur du petit pays neutre au centre de l'Europe a été totalement surestimé. Le dernier rapport historique officiel mandaté par la Confédération, celui de la commission indépendante d'experts dirigée par Jean-François Bergier, qu'on appelle donc commission Bergier, chargée de faire la lumière sur le rôle de la Suisse face au national-socialisme, arrive à une conclusion extrêmement sévère. Il conclut que la politique d'asile de la Suisse, poursuivie durant toute la guerre, a entraîné le refoulement d'un nombre par nature inconnaissable de victimes potentielles aux frontières du pays et n'a pas accordé suffisamment de visas, deux comportements donc négatifs et mortifères. Alors, il est vrai que la Suisse a refusé entre 14 000 et 16 000 visas durant la période nazie, tout en accordant quand même un certain nombre. D'autre part, sa politique de fermeture est restée ferme durant toute la guerre et a entraîné le refoulement d'un grand nombre de fugitifs. Mais, je vais vous montrer qu'en réalité, la Suisse a basculé dans une politique d'urgence qui a permis d'entrouvrir certaines portes à la frontière. Alors, d'après la commission Bergier, qu'est-ce que la Suisse aurait dû faire? Elle conclut... Pardon. Je sors d'une petite grippe, encore je suis désolée. Elle conclut que entre 42 et 44, donc ce sont les années de la solution finale. Mon livre s'intitule « Au temps de la solution finale » et pas durant la guerre 39-45. Entre 42 et 44, la Suisse se trouvait dans une situation géographiquement et historiquement unique et exceptionnelle, je cite donc, rendant possible la protection des victimes de l'État nazi en danger de mort, ainsi que la mise en œuvre d'une politique internationale active de secours et de sauvetage. Ça, c'est magnifique. C'est un raisonnement qui est totalement juste sur le plan éthique. Simplement, sur le plan des faits, il n'est pas correct. Il manque complètement de réalisme historique. Il tient compte uniquement des obstacles politiques internes qui, à l'intérieur de la Suisse, se sont opposés à une plus grande ouverture. Quels sont ces obstacles? La xénophobie générale, protection du marché du travail, etc. Un certain antisémitisme, pas d'État, mais enfin, qui existait. Et tout cela, dit la Commission, s'est opposé à la transformation de la Suisse en vaste plateforme de sauvetage. Mais attention, quelle était la situation des Juifs à ce moment-là? Ils étaient de plus en plus décimés et ils avaient une difficulté extrême à arriver au petit territoire au centre de l'Europe. Et donc, on le voit à partir de la France et à partir, parce que tous ne viennent pas de France, beaucoup viennent de Hollande et de Belgique. En traversant de Hollande, on traverse la Belgique d'abord. Pardon. Et puis on traverse la France occupée et éventuellement la ligne de démarcation. Ou alors on arrive à la frontière de la zone occupée. Et là, il y avait toutes les arrestations en route. Des familles entières se sont fait arrêter dans des hôtels, dans les trains, en pleine rue. Donc, là, le résultat relativement modeste de l'asile suisse n'est pas la faute uniquement de la Suisse, mais faute essentiellement de la situation de précarité, de la situation de persécution que connaissaient ces familles. Donc, je me trouvais au début de mes travaux devant un champ historique qui n'avait été qu'à moitié exploré et qui avait été exploré du côté suisse seulement. Parce que du côté français, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il n'y avait absolument aucune synthèse. Et encore, du côté suisse, je me trouvais devant une étude de la seule histoire officielle faite à partir du discours gouvernemental,
suisse, et pas à partir des faits. Ce qui fait que la partie sur la Suisse, qui est ma troisième partie dans ce livre, s'intitule « La réalité de la politique suisse d'accueil ». Voilà, donc il fallait corriger le tir et il fallait surtout regarder qui étaient ces Juifs qui essayaient d'arriver depuis le printemps 42 jusqu'à la libération. Qui étaient-ils qui arrivaient encore de plus en plus nombreuses à la frontière de la Suisse? D'où venaient-ils? Comment venaient-ils? Dans quelles circonstances est-ce qu'ils avaient opté pour une fuite en Suisse? Au détriment de quels autres choix? Un autre choix, c'était de se cacher sur place, par exemple, quand on pouvait. Et puis, quels obstacles se sont dressés sur leur route? Et comment y ont-ils fait face? Comment étaient-ils informés, s'ils l'étaient? Et quand des dispositions que la Suisse prenait à l'égard des réfugiés? Que ce soit le refus absolu d'entrée, ça a été pendant une période, ou un refus conditionnel, dicté par leur âge ou leurs conditions, disons, leur état civil. Quelles étaient les restrictions? Quel était l'accueil en Suisse? Et puis après, il a fallu essayer de savoir combien d'entre eux ont pris le chemin de la Suisse, mais combien ont échoué en route. Alors, surtout à la frontière suisse, combien ont été refoulés? Et ça, malheureusement, c'est un petit peu la seule question qu'on me pose toujours en Suisse. Et on me dit c'est par définition inconnaissable. Non, ça c'est tout à fait faux. Autant sur la frontière franco-suisse, qui est donc mon champ d'étude, que sur la frontière avec l'Italie, il y a maintenant des travaux qui sont tout à fait, je dirais pas définitifs, parce que rien n'est jamais définitif, mais qui sont parfaitement stables. On va retrouver peut-être par-ci, par-là, quelques parcours individuels, quelques unités, voire quelques dizaines, mais on ne va pas renverser les résultats. Ces résultats, on les connaît. Alors, il faut faire un petit bilan. Voilà la 4e page de couverture de l'ouvrage. Je vous laisse juste le temps de la lire, et puis ensuite je vous passerai, voilà, mais je vous laisse encore un petit peu le temps de lire cela, qui est un résumé du livre. Alors, quand est-ce que la fuite vers la frontière franco-suisse commence à exister? Eh bien, c'est lorsque les nazis déclenchent, au début de l'été 42, les grandes manœuvres de déportation générale à l'Est, comme ils disaient, soi-disant pour relocaliser les Juifs dans des camps de travail, en réalité pour les exterminer en bloc. Les pays touchés sont les 3 pays qui ont été occupés en mai-juin 40, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Ces 3 pays mis ensemble, voilà, les statistiques comptaient donc avant la guerre, je vous laisse lire les chiffres, environ 540 000 Juifs. On sait que le résultat de la déportation, le résultat de la Shoah a été différent dans ces 3 pays. C'est 75% de déportés, enfin de Juifs exterminés aux Pays-Bas, un peu moins de 50% en Belgique, 25% en France. Alors, je ne vais pas parler ici des raisons de ces différences, mais simplement, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Alors, en regard de cela, le rôle de la Suisse est modeste. Il est modeste. Les Juifs qui tentent la fuite en Suisse et arrivent à la frontière sont entre 15 et 16 000. C'est peu, hein, au regard de ces chiffres que vous voyez là. Dont, venus de Hollande, environ 1300 personnes. Venus de Belgique, davantage, 4100. Et le reste, sur les 15 ou 16 000 venus de France. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui ont été arrêtés en route.
c'est une chose qu'on ne peut pas chiffrer directement. Mais le résultat, le bilan, non, oui, d'abord le bilan, après je reviens sur ce personnage. Le bilan, vous le voyez, vous voyez les chiffres. 15 à 16 000 tentatives de passage, 12 675 réfugiés juifs accueillis, 2 850 déportés. Mais attention, 2850 refoulés, dont 1 sur 6 a péri en déportation s'il a été refoulé à la zone, à la frontière avec la zone libre. 1 sur 2 s'il a été refoulé à l'autre frontière, la frontière de la zone occupée. Donc voilà, simplement pour les chiffres, on pourra toujours revenir sur ce graphique. Il faut que je vous montre le responsable de la politique suisse des réfugiés, Heinrich Rothmund, fonctionnaire chef de la division de police du département fédéral de justice et police. Donc un département fédéral, c'est un ministère. Son ministre de tutelle s'appelait Eduard von Steiger. C'était un conservateur du parti des paysans, artisans et bourgeois, quelqu'un d'extrêmement réactionnaire, qui néanmoins, à un moment donné, a compris que la pression exercée par les réfugiés était inarrêtable et qu'il fallait faire quelque chose pour contenter le lobby interne, l'opinion publique suisse, qui, dans une très grande fraction, était très fortement pro-réfugiés. L'opinion publique suisse était reconnaissante à la Providence d'avoir épargné la Suisse. La Suisse n'a pas été envahie. Elle a manqué l'être en 40. Elle a encore peut-être manqué l'être en 43. Il y avait des plans allemands de conquête de la Suisse. Par bonheur, cela ne s'est pas fait. Entre parenthèses, parce qu'Hitler avait besoin de la Suisse comme table tournante pour toutes sortes d'échanges commerciaux et financiers. Bien, mais l'opinion publique, une partie était très réactionnaire et anti-réfugiés et très attachée à la protection du marché du travail. Mais une partie, la presse libérale, les églises, en grande partie, pas toutes, les milieux de gauche, bien entendu, la presse de gauche ont fait une campagne de presse assez éblouissante, de laquelle on ne parle pas assez souvent, et qui était très bien informée, et qui parlait de déportation vers des régions à l'est desquelles on n'avait plus de nouvelles des gens qui partaient là-bas. Et donc, un député suisse a même interrogé le gouvernement en disant « Est-ce que nous devons faire provision de cruauté ?» Non. Alors essayons d'infléchir notre politique et essayons d'accueillir plus de réfugiés. Et la Suisse, de ce fait-là, a pratiqué une double politique. Toujours très peu de visas, toujours des dispositions très strictes. Et en fait, lorsque les gens arrivaient, un certain tri se faisait. Et les gens, notamment, qui arrivaient à éluder le contrôle frontière, à ne pas se faire pincer par les gardes frontières ou les militaires à la douane, qui parvenaient jusqu'à Zurich ou Berne, n'étaient plus refoulés. Ce qui, entre parenthèses, créait ce que j'ai appelé un triste effet de loterie. Vous avez des familles qui arrivent avec des enfants au début septembre 42, dans les montagnes neuchâteloises et qui sont en bloc refoulés parce que les gardes frontières les arrêtent. Et vous avez des familles et des couples et des personnes seules qui arrivent à aller jusqu'à Zurich et qui sont accueillis. Ce triste effet de loterie est une des choses les plus choquantes qu'on puisse dire au sujet de la politique suisse de ces années.
Alors, Monsieur Rothmund a eu... Pardon, il y a une question. La politique suisse, elle se faisait à Genève aussi. La politique suisse se fait à Berne, mais la politique suisse se fait naturellement pour l'ensemble de la frontière. Oui, Donc aussi pour Genève, bien entendu. Bien entendu. Alors voilà le monsieur qui a porté le chapeau de la très sévère et très négative politique suisse d'asile. En réalité, ce monsieur n'était pas si méchant que ça, si j'ose dire. Et les seules initiatives qui sont venues pour alléger un petit peu le sort des fugitifs, c'est à lui qu'on les doit. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, ça s'appelle le département politique fédéral, était pour une fermeture absolue. Il ne voulait prendre personne, pas un seul juif. Et ils sont allés même jusqu'à interdire à la Croix-Rouge suisse de faire interner en Suisse les 160 enfants juifs qui se trouvaient dans des homes que cette organisation avait en France. Donc ces enfants et adolescents, soit les responsables des homes les faisaient passer en douce en Suisse, soit ils étaient punis parce qu'ils avaient essayé de les faire passer en Suisse. Vous imaginez? Alors que M. Rothmund a ouvert l'accueil en Suisse à tous les enfants jusqu'à 16 ans et a même, vers la fin de la guerre, même autorisé les passeurs à venir avec eux. Ça, c'est toute une politique un peu secrète que vous découvrirez en lisant mon livre. Voilà. Alors, pour vous donner l'ambiance, non. Voilà. J'aime beaucoup cette photo, qui est une photo tirée d'un film qui s'appelle La Dernière Chance, qui a été réalisé en Suisse en 1945 par un cinéaste d'origine autrichienne, juif d'ailleurs, qui s'était réfugié en Suisse et qui est allé interroger des réfugiés qui, au fond, venaient de passer la frontière et qui lui ont raconté des choses extraordinaires. Et il a naturellement fait un scénario qui est un scénario romancé. Il y a même une famille, il y a même une femme extraordinaire qui est jouée par Thérèse Ekiz, qui était dans la troupe de Bertolt Brecht. Il y a même une histoire avec une très jolie jeune fille. Bon, il y a tout ce qu'il fait pour faire un bon film romancé. Mais surtout, quand vous voyez cela, vous avez l'ambiance exacte des interrogatoires par les militaires quand les réfugiés arrivaient. C'est elle, hein, c'est Thérèse Ekiz, là, qui est interrogée, qui est avec jeunes réfugiés. Et alors on prenait des interrogatoires extrêmement pointilleux et on le demandait aux réfugiés d'où ils venaient, quels étaient, où est-ce qu'ils avaient grandi, quelles écoles ils avaient faites, pourquoi ils venaient, combien d'argent ils avaient avec eux. Et c'est extraordinaire parce que tous ces interrogatoires sont conservés. Et comment croyez-vous que j'ai pu faire l'histoire de ce refuge, sinon par ces interrogatoires qui sont des documents d'époque? Alors voilà pourquoi j'aime beaucoup montrer le film La Dernière Chance, parce qu'on respire littéralement l'ambiance de ces interrogatoires. Oh, attention, les réfugiés ne savaient pas encore s'ils allaient être accueillis. On devait examiner leur dossier. Et malheureusement, dans bien des cas, ils étaient ramenés à la frontière. Voilà. Alors, j'aimerais... Voilà. J'aimerais parler maintenant de la pesée des opportunités et des risques. Et j'aimerais pour faire cela sortir complètement de la théorie. J'aimerais simplement évoquer à travers des cas que j'ai choisis. Alors, voilà une carte qui est la carte de la frontière de la zone occupée avec la Suisse.
Pardon. Cette carte se trouve dans mon livre. Elle est complexe parce qu'elle tient compte de tout un aspect administratif, militaire, etc., qui est très important quand on lit le livre. Pour le moment, simplement pour vous, ben c'est la frontière qui va jusqu'au Rhône, donc qui comprend tout le pays de Gex. Alors, la pesée entre l'opportunité et le risque est assez négative. Et lorsqu'on essayait de fuir, il fallait réunir beaucoup de conditions. Il fallait, je prends un premier exemple, il vient de Hollande, il vient de Rotterdam. C'est une famille de banquiers. Ce sont des gens aisés qui, bien sûr, ont été spoliés déjà par les Allemands, mais il leur est resté suffisamment d'argent pour songer à se mettre à l'abri. Et ils trouvent une filière, ils trouvent des accompagnateurs qui sont prêts à prendre des risques, ils trouvent bien entendu des personnes qui leur font des faux papiers, parce qu'il est exclu de traverser les territoires occupés sans avoir de bons faux papiers et ne pas avoir de carte d'identité estampillée juif, yacht, juif, hein, en néerlandais. Et en néerlandais et français pour les Belges, et en français pour les Français. Eh bien, cette famille se compose de 5 personnes. Malheureusement, j'ai pas de photo. Tout à l'heure, j'en aurai. Ils s'appellent Van Dantzig, ils viennent de Rotterdam. Et ils vont faire un voyage de Rotterdam jusqu'à Lons-le-Saunier. Pourquoi Lons-le-Saunier? Parce que c'est le Jura non occupé, en septembre-octobre 42. Et pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent là? Parce qu'ils veulent probablement rester réfugiés en France. Beaucoup de Hollandais ont pensé que le maréchal Pétain était suffisamment autonome pour protéger son morceau de France. Bon, c'était une lourde erreur. Ils ont dû très vite ensuite se replier de Lons-le-Saunier et par bonheur, ils ont réussi à passer en Suisse. Mais ce qui m'intéresse chez les Van Dantzig, c'est 2 choses. D'abord, qu'est-ce qu'ils payent pour faire ce voyage? Alors, il s'agit d'un couple dans la cinquantaine avec 2 de leurs enfants, enfin ils ont 2 enfants et un neveu qui ont tous entre 18 et 22 ans. Donc, on va dire de jeunes adultes. Eh bien, la somme que leur demande la filière, et attention jusqu'à Lons-le-Saunier, 600 000 francs français. C'est 25 ans d'années, c'est 25 ans de salaire d'ouvrier français. Bon, d'accord, cette famille les a, mais imaginez des gens modestes. Comment font-ils pour réunir des fonds pour essayer de passer de Hollande en Suisse? Alors, vous me demanderez, est-ce qu'il y a des filières bénévoles, résistantes? Alors, c'est un exemple un peu extrême, mais les filières demandent de l'argent, parce qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de prise de risque sans rétribution. Et même à la frontière genevoise, il y a des rétributions qui représentent à chaque fois plusieurs mois de salaire d'ouvrier. Ça, on n'y échappe pas. Alors, la résistance, oui, elle va entrer en branle, mais pas avant la fin 42. L'été 42, c'est quand même une période de très grosse fuite vers la Suisse et une période où malheureusement, voilà, on doit payer pour réussir à passer en Suisse. Alors, non seulement les Van Dantzig doivent payer des sommes astronomiques, mais encore, ils n'arrivent pas tous sains et saufs en Suisse. Parce que Samuel Van Dantzig, sa femme, ses 2 fils et son neveu, oui, mais son frère, David Van Dantzig, il est parti avec lui, avec sa femme et ses 3 enfants. Eh bien, ils sont arrêtés à Nancy et seul un des fils, Hugo, va pouvoir rejoindre son oncle et passer en Suisse. Monsieur et Madame David Van Dantzig et leurs 2 enfants sont écroués par les Allemands au camp d'Écrouves près de Nancy et sont déportés.
et sont assassinés à Auschwitz. Donc voilà la réalité du background de la fuite en Suisse. Alors, autre question qu'il faut se poser, les stratégies à choisir. Est-ce qu'une famille doit partir groupée? Est-ce que c'est prudent? Est-ce qu'il faut se diviser? Est-ce qu'il faut prendre les petits-enfants? Est-ce qu'il faut prendre les vieux parents? C'est chaque fois quelque chose de déchirant. On peut imaginer que les questions se posent en Ukraine maintenant. Je referme vite la parenthèse. Il y a des stratégies différentes et je vais en évoquer 3, toujours pour notre zone occupée. Passage par la zone occupée. Alors, un premier exemple, c'est un couple hollandais, Bernard et Betsy Nerden. Ce sont des gens de la classe moyenne d'Amsterdam. Il est commerçant, Bernard Nerden. Il a 42 ans, 42, sa femme 38, et ils ont deux petites filles, dont la cadette a 7 ans. Qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? Eh bien, ils ont trouvé une filière. Et ils doivent penser qu'il est trop dangereux d'emmener leurs enfants avec eux. Et ils vont cacher leurs 2 petites filles en Hollande, probablement très bien cachées. Et ils vont partir seuls, les 2, avec un guide néerlandais. C'est comme ça que le garde-frontière suisse écrira dans son rapport. Et puis il y a d'autres personnes avec eux, ils sont pas seuls. Et ils vont arriver à la frontière à travers tous les obstacles. Je vous rappelle qu'il faut traverser la frontière de l'Hollande à la Belgique, de la Belgique à la France, pas se faire arrêter par ce qu'on appelait le Devisenschutzkommando, c'est-à-dire les douaniers allemands. C'était les plus méchants à cet endroit. Bon, ils arrivent dans les montagnes neuchâteloises. Bon, je vais pas vous repasser là, c'est dans le Doubs, hein. C'est pas très loin de Pontarlier. Bon, ils arrivent, ils passent, ils sont du côté suisse et ils vont dans un café. Et dans ce café, Monsieur Nerden demande à téléphoner. On n'avait pas de portable. Demande à téléphoner. Téléphone au consulat de Hollande pour s'annoncer, pour dire voilà, je viens d'arriver. Arrivent les gardes-frontières suisses et les arrêtent. Monsieur, madame, veuillez nous suivre au poste. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas le droit d'entrer en Suisse. Vous allez être refoulé. On était le 16, attendez, j'ai noté la date. Le 10 octobre, très exactement le 10 octobre 1942. Quelle est la réglementation à ce moment-là? Eh bien, malheureusement, à la frontière de la zone occupée, Berne n'a pas donné de directive précise. Il a donné des recommandations. La recommandation, où elle date toute la recommandation, c'est ne pas refouler des personnes vulnérables. C'est quoi des personnes vulnérables? C'est des gens avec des enfants et non pas leurs enfants avec eux. C'est des personnes âgées, ils ont la quarantaine. C'est des malades, à l'évidence ils ne le sont pas. C'est des femmes enceintes. Madame Nerden n'est pas enceinte. Résultat, ils tombent dans un trou noir. Et ils sont refoulés. Ils sont immédiatement arrêtés de l'autre côté de la frontière et déportés. Sans retour. Leurs 2 petites filles vont survivre à la guerre. Et vont se retrouver orphelines après-guerre. On sait beaucoup de choses sur ce couple, et notamment les photos qui proviennent du mémorial hollandais des Juifs déportés, qui s'appelle Jood's Monument. Ceux que ça intéresse, je vous conseille vivement d'aller sur ce site. Il est magnifique. Et c'est leur petite fille Béa Nerden, qui a donné les documents pour l'histoire de cette famille. Alors voilà un couple qui a été déporté, dont les enfants ont survécu. Mais l'inverse existe aussi. Je vais passer à mon deuxième
Exemple, c'est un document d'archives qui vient de la préfecture du Doubs, donc qui vient des archives départementales du Doubs à Besançon. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire, mais c'est un document qui rapporte, c'est le préfet qui écrit au chef du gouvernement de Vichy, mais qui est compétent pour l'ensemble du territoire, comme vous le savez, que les Allemands ont arrêté 4 juifs sur la commune de Mont-le-Bon dans le Doubs. C'est tout près de Morteau, et voilà les noms des 4 juifs. Eh bien, le 4e est un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Alain Jurkovitch. Alors, l'histoire d'Alain Jurkovitch, je vais vous la raconter en peu de mots. Un couple juif de Bruxelles, de milieu modeste, Chaya et Ruchla, Ruchla c'est Rachel hein, en yiddish, Chaya et Ruchla Jurkovitch, pour essayer de sauver ses enfants, s'est séparé d'eux. Ils ont une petite fille de 12 ans qui s'appelle Rose ou Rachel, sans son prénom juif. Les enfants avaient souvent un double prénom. Ils l'ont caché quelque part à Bruxelles. Et ils ont un petit garçon de 6 ans, qui va avoir 6 ans en été 42, qui s'appelle Alain. Et la petite fille va être arrêtée dans sa cachette à Bruxelles et déportée. Elle figure au mémorial belge des déportés de Belgique. Le petit garçon, ils ont voulu lui donner une chance et ils ont trouvé une femme de leur famille, Madame Marie ou Mania Jurkovitch, Joséphine Marie, enfin elle a un double prénom, qui va prendre le petit garçon, c'est une tante probablement, et qui va l'emmener en Suisse. Alors, en le présentant comme son fils, ça, c'est fréquent. Vous avez des fabrications de fausses familles. C'est pas... Voilà. Ça devait se passer très bien. Ça se passe très bien de nouveau, jusqu'au-delà de la frontière. De nouveau, ils passent, cette fois, oui, la région de Morteau, dans la région de Morteau. Et ils arrivent dans une ferme suisse. On les accueille. Alors, il y a Joséphine avec le petit Alain, et puis il y a un jeune couple de Bruxelles également. Donc, ils sont 4. La fermière les héberge, les nourrit, et leur dit qu'est-ce que je peux faire pour eux. Ah ben, vous pouvez téléphoner. Ils avaient de la famille quelque part en Suisse. Ah, puis, vous pouvez nous trouver un taxi pour qu'on aille sur Neuchâtel et ensuite sur Berne. On aimerait arriver. Ils savaient qu'il fallait entrer en Suisse, au cœur de la Suisse. Alors ils appellent un taxi. Un premier taxi dit « Vous voulez qu'on transporte qui ? Si c'est des gens, c'est pas permis, c'est des réfugiés. » Bon, ils appellent un autre taxi qui est d'accord de les prendre. Le taxi arrive, le taxi les prend en charge. La fermière les a encore abreuvés de bons conseils, les a bien nourris. C'est un couple, entre parenthèses, qui n'a jamais été reconnu. Mais je suis sûre qu'ils l'ont fait pour d'autres, qui méritent la médaille des justes. Mais ils sont totalement inconnus, connus au bataillon. Ils s'appellent Chapat. Je le dis parce que j'adore parler de ces gens. Bon, voilà notre équipe qui part en taxi. Et pour rejoindre Neuchâtel et pouvoir descendre vers Lausanne, il y a 2 routes dans ces montagnes neuchâteloises. Manque de chance, ils prennent pas la bonne. Ils sont arrêtés par une voiture militaire de la gendarmerie d'armée. On fait descendre tout le monde, papier, faux papier, ça compte pas, vrai papier. Vous êtes juif, retour à la frontière. Alors, retour à la frontière, refoulement. On a le compte-rendu de nouveau des gardes-frontières suisses, et puis on aura la contrepartie française. Pourtant, il y avait les instructions, les recommandations. Une femme avec un petit garçon, on ne devait pas la refouler, mais on la refoule quand même, parce qu'il n'y a pas de règles strictes. Et voilà comment ces malheureux aussi sont tombés dans le trou noir de la politique suisse d'asile.
Alors, le cas est absolument symétrique en opposé au cas des Nerden, puisque là, ce sont les parents qui vont survivre à la guerre. Et les parents, en 1950, devront annoncer à l'État belge, donc publier au Moniteur belge, la déclaration de mort de leurs 2 enfants, Rachel, 12 ans, et Alain, 6 ans. Et eux survivent. Alors, deuxième stratégie, terrible. Troisième stratégie, beaucoup de familles vont partir avec leurs enfants. Alors on a un document, j'espère qu'il est lisible. Il s'agit du registre d'écrou, non pas de la prison de Nantua où nous sommes, mais de la prison de Gex, qui actuellement a été transformée en une magnifique bibliothèque. Eh bien, ce registre d'écrou a été retrouvé assez récemment, d'ailleurs par un chercheur particulier. Il se trouve aux archives municipales de Gex. Et à une de ces pages, il comporte le nom de 3 familles juives, chacune avec un enfant. Et puis à la page suivante, j'en ai pris qu'une, il y a encore un 4e enfant juif. Il se trouve qu'il y avait là 3 familles, enfin 3 couples juifs ayant chacun un enfant. Par hasard, c'était comme ça. C'était des familles qui n'avaient qu'un enfant. Alors, vous avez Alice Wolfman, qui a 9 ans. Vous avez Alice Tauber, qui a 13 ans. Vous avez Karl Roth, qui a 8 ans. Et sur la page suivante, vous avez un petit André Diamant, qui a 6 ans. Alors, qu'arrive-t-il à ces familles? Bien entendu, hélas, tous les adultes sont déportés. Aucun des adultes juifs, il y en a 42, qui figurent dans ce registre d'écrou. Non, il y a 42 en comptant les enfants, et un petit peu moins. Malheureusement, n'a pas survécu. Aucun n'a survécu. Mais les 4 enfants ont survécu. Et là, il faut expliquer comment. Et ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il y a une double condition à cela. Premièrement, lorsque une famille avec des enfants arrivait à Drancy, puisque naturellement, de Gex, ils ont été transférés à la prison de Champagnole et puis au camp de Drancy, qui est le camp, comme vous savez, de la déportation des Juifs de France. Eh bien, l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, pouvait, en 1942, plus après 1943, demander la libération des enfants de moins de 16 ans. Et il fallait pour cela que les parents signent ce qu'on appelait l'abandon de paternité. Et donc, on doit imaginer les papas et mamans, Taubert, Roth, etc., signant l'abandon à l'UGIF de la paternité sur leur enfant. Moyennant quoi, le directeur de l'UGIF demandait à l'administration pénitentiaire française, de qui dépendait le camp de Drancy, avant qu'il ne passe aux Allemands en juillet 1943, mais là on est en automne 1942, demandait la libération de ces enfants nominalement. Eh bien, j'ai trouvé à Paris, j'ai trouvé le document pour la libération d'Alice Wolfman, le document pour la libération d'Alain Yurkevitch, mais je vous expliquerai pourquoi Alain ne s'est pas sauvé. J'ai pas trouvé pour les autres, mais certains documents sont, comment on dit, numériques. On dit, voilà, 12 enfants seront libérés, etc. Bon, alors, j'ai retracé la trajectoire de chacun de ces enfants. Alice Wolfman, je sais peu de choses d'elle, mais je vais faire bref. Elle a été sauvée, elle a retrouvé de la famille, elle a émigré au Canada et elle a vécu
heureuse au Canada, on espère. Jusqu'à l'âge de 82 ans, elle est décédée. Récemment, à l'âge de 82 ans. J'ai peu de nouvelles sur Karl Roth, mais lui aussi. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants à Paris sont mis dans un orphelinat sous contrôle de l'UGIF. Alors, ce qui est très important, c'est que là, ils sont sous contrôle allemand et ils sont ce qu'on appelle des enfants bloqués. Or, soit on arrive à les faire sortir, soit il y a des rafles dans ces orphelinats. Voilà pourquoi le petit Alain Jurkevitch n'a pas survécu à la fin. Malheureusement, jusqu'en juillet 1944, il est resté dans un orphelinat en région parisienne. Et il a fait partie de la dernière fournée d'enfants assassinés sur ordre d'Aloïs Brunner, directeur du camp de Drancy, qui est allé prendre les 300 derniers enfants de l'UGIF bloqués et qui les a fait déporter à Auschwitz le 31 juillet 1944. Mais heureusement, les 4 autres enfants n'ont pas connu ce sort. Alors, on les a mis dans des orphelinats de l'UGIF. Et puis, il y a eu une rafle en février 1943. Et curieusement, les 2 petits garçons, Karl et André, figurent sur les registres de ces orphelinats. Parce que, vous savez, pour écrire cette histoire, il faut aller regarder toutes les archives. Comme ressortis, repris par l'UGIF. Donc l'UGIF a réussi à les faire sortir. Karl Roth, on ne sait pas par quelle trajectoire, il a fini par émigrer aux États-Unis. André Diamant, le petit de l'autre page, même chose, même orphelinat. On le sort in extremis avant la rafle du 10 février. Et il passe en Suisse. Il avait un oncle en Suisse, lequel procure un visa. Et puis, de filière en filière, à 6 ans, vous imaginez, il y a beaucoup de personnes qui ont dû s'occuper de lui. Et on réussit à le faire passer en Suisse par la zone libre, par Annecy. Par Annecy, Collonges sous sa lèvre, par Bosset, on demande au chauffeur du car de s'arrêter et de montrer aux gamins où est la Suisse. Ça, je ne le crois pas. C'est une bonne excuse. Il avait un passeur, bien sûr, et puis qui traverse, qui va en Suisse avec lui. Et Alice Taubert. Alors ça, c'est le cas le plus génial, parce qu'on arrive à suivre. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, elle aussi est libérée à Drancy. Libérée à Drancy, et peut-être qu'elle ne va pas tout de suite dans un orphelinat. Pourquoi? Parce qu'elle a une tante à Lyon qui travaille pour l'OSE. L'OSE fait partie de l'UGIF. Et cette tante, d'ailleurs, elle a pendant un temps résidé chez cette tante à Lyon. Et cette tante va tout de suite s'occuper d'elle. Elle va aller la récupérer à Paris, très très rapidement. Ce qu'on sait, c'est qu'en septembre déjà, Alice est à Lyon et est envoyée où? Au Chambon-sur-Lignon. Alice est cachée par l'OSE au Chambon-sur-Lignon. Ça fait partie de son dossier OSE. Et à l'OSE, vous remarquerez qu'on suit les enfants avec une précision extraordinaire. Une précision administrative, si j'ose dire, et puis une précision médicale, parce que Alice était de santé fragile. Alors, au Chambon, on la met dans un préventorium protestant, sur lequel on ne sait pas encore beaucoup de choses. Mais elle est soignée, elle est même opérée. Et le point peut-être le plus intéressant, là, c'est qu'il est écrit qu'elle s'est évadée de Drancy. Ça, c'est un pieux mensonge. Il est évident que l'OSE, qui fait partie de l'UGIF, ne va pas aller crier sur les toits que l'UGIF a fait libérer cet enfant, mais qu'ensuite on l'a et fait passer en zone libre. Puisque libérée par l'UGIF, d'accord, mais elle devait rester bloquée à Paris. Et donc, ils vont raconter qu'elle s'est évadée de Drancy. J'ai mis très longtemps à comprendre ça, entre parenthèses.
Alors au Chambon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est très bien soignée, mais ça devient dangereux à un moment donné. Alors on lui fait des faux papiers. Elle devient Alice Taubier. C'est facile, on rajoute un i. Taubier, c'est très joli, c'est très français. Et on la cache chez des paysans. La petite Alice Taubier. Et on a son dossier, et c'est absolument mignon parce qu'elle écrit à ses copines de Lyon, puis elle raconte comment elle vit là, chez les paysans. Pas très très bien, il n'y a pas toujours assez à manger, mais enfin, ça va. Et à un moment donné, ça devient encore plus dangereux. Et à ce moment-là, on la sort, pas seulement elle, mais on la sort de sa cachette et on l'emmène à Lyon. Et ça se passe au printemps 44. Et on va la faire passer en Suisse. Et on va la faire passer dans un convoi d'enfants de Lausée qui va partir de Lyon, un gros convoi de Lausée qui va être passé en Suisse par Marianne Cohn, de qui vous avez sûrement entendu parler et qui naturellement travaille, là on a parlé de la zone occupée, mais qui travaille en zone libre en 1944 pour le mouvement de la jeunesse sioniste, qui est l'une des fractions de la résistance juive et qui va mener, conduire 9 convois sur la centaine de convois qui vont passer en Suisse. Et ce jour-là, Lausée a demandé à Marianne Cohn de prendre le relais en quelque sorte pour conduire le groupe qui contient Alice Taubert à la frontière. Alors, Marianne, bien sûr, c'est sa photo la plus connue. J'ai absolument voulu la faire figurer, entre autres parce que nous sommes en 22, que c'est son centenaire. Elle était née à Mannheim en 1922 et qu'elle a été, comme beaucoup de vous le savent, certainement arrêtée avec un groupe d'enfants à la frontière genevoise, au pas de l'échelle, qu'elle a été maintenue en prison pendant 2 mois, enfin 1 mois et demi. Tous les enfants ont été sauvés, ont été épargnés, mais elle a été assassinée, non pas déportée, mais assassinée. C'est un crime crapuleux. Les Allemands, tout à la fin, c'est en juillet 1944, se sont vengés sur quelques résistants. Les Allemands ne savaient pas que Marianne était juive, elle l'a toujours cachée. Sur une femme, on ne peut pas faire de vérification anatomique. Elle a toujours réussi à le cacher. Elle a été victime d'un crime de guerre, un crime crapuleux. Elle a été très certainement violée et assassinée. Mais tous les enfants, grâce à la résistance juive et à la résistance générale, ont été sauvés et ont été libérés. Ça, c'est une belle histoire. Oui, alors, le contexte de ces convois d'enfants, parce que voilà, je devais parler de mon livre, et puis bien sûr, je voulais pas faire trop de blabla théorique, je voulais parler de cas particuliers, j'espère que ça vous a intéressé, mais bien sûr, une très grande partie, les 200, dernières pages, sont consacrées au sauvetage des enfants. Et ce sauvetage des enfants est en grande partie, je viens d'en parler un peu, le fait de Lausée. Or, Lausée a réussi à sauver des camps d'internement de Vichy, puis de la déportation, un très très grand nombre d'enfants. Et le fait que je parlais de pesée d'opportunité risque. Pourquoi, au fond, est-ce que le taux de déportation et même déjà le taux de refoulement est aussi bas à la frontière, relativement bas, à la frontière avec la zone non occupée? Parce qu'à partir de fin 42, précisément, la résistance et la résistance juive sélectionne les bons réfugiés, ceux qu'on peut envoyer en Suisse, et notamment les enfants. Et au printemps 44, on n'a presque plus que des convois d'enfants qui arrivent.
Alors, ces enfants, on les récupère où? En partie dans les familles et en partie dans les homes. Lozé a ouvert en 40 à l'invasion un certain nombre de homes dans lesquels les enfants étaient accueillis de manière légale. C'est comme le home d'Isieux. D'ailleurs, Isieux faisait partie de Lozé jusqu'à une certaine période. Donc ces enfants, jusqu'en 43, jusqu'à la mi-43, étaient parfaitement répertoriés, enregistrés par les préfectures de leur département. Mais, naturellement, Lozé veillait au grain. Quand il y a eu les déportations en 42, ils les ont fait fuir dans la forêt. On a eu très peu, heureusement, de dégâts d'enfants déportés. Après, ils ont réintégré ces homes. Ici, c'est le home de Montintin, Château-Chervix, dans la Haute-Vienne. C'était juste pour vous montrer. Ce sont toujours des châteaux, des demeures seigneuriales. Mais attention, hein, il n'y avait pas de lit. Il fallait bricoler des vieux lits en bois. Il n'y avait pas assez à manger. Ils allaient braconner dans les champs. Enfin, c'est pas la vie de château. Mais enfin, c'est la vie tout court. Et puis, dès la fin de 43, on vide ces homes. On fait passer les enfants sous de fausses identités dans des lieux de refuge et une partie, on les fait passer en Suisse. Alors, vous avez Montintin, bon là, je vais devoir passer un petit peu. Oui, ça c'est 3 petites filles, j'aime bien leur histoire, mais je ne peux pas vous la raconter en long, en large et en travers. Mais enfin, je tenais à avoir 3 petites filles secourues par Lozé, sorties du wagon de déportation de leur mère à Rivesaltes. Leur mère était en septembre 42 internée à Rivesaltes. C'était des juifs polonais. Le père était à l'hôpital à ce moment-là. Malheureusement, il sera déporté aussi. Les 3 petites filles, Lozé arrive à les récupérer in extremis. Et il paraît que leur mère, parce que j'ai interviewé Sylvia, qui est la petite, et elle raconte toujours que sa mère lui a donné la vie une 2e fois, parce que sa mère l'a repoussée à ce moment-là, et lui a dit « va avec la dame ». Et la dame, c'était une assistante sociale de Lozé, qui a récupéré les 3 petites sœurs, et puis qui les a placées. Et assez rapidement, ces 3 petites filles vont être amenées en Suisse, où d'ailleurs, elles avaient une tante. Et donc la tante se démenait pour obtenir des visas, que je crois d'ailleurs qu'elle a obtenu. Mais les petites filles avaient déjà passé clandestinement en Suisse. Et voilà comment ces 3 petites filles ont survécu. Alors, j'aimerais terminer sur lui, le grand organisateur des convois d'enfants de Lozé vers la Suisse. Le mouvement de la jeunesse sioniste, c'est indépendant, mais à la fin, ils vont collaborer. Si vous voulez tout savoir, vous achetez mon livre, parce qu'il y a vraiment tout. C'est Georges Loinger. Georges Loinger était un ingénieur et moniteur d'éducation physique, diplômé, prisonnier de guerre, ça intéresse Florence, qui s'est évadé d'un stalag. Il n'était que 4%, j'ai appris aujourd'hui. Eh bien, il fait partie des 4% de prisonniers de guerre évadés, juifs en plus. Alors, il s'est évadé avec un cousin, juif également, et il est rentré en France. En France, il n'est pas rentré en Alsace, il était alsacien. L'Alsace était annexée. Il était de Strasbourg. Mais il est allé dans le Puy-de-Dôme, où sa femme, Flore, tenait comme directrice une des maisons de Lozé. Et c'est là que le médecin conseil de Lozé s'appelait Joseph Veil, et qui est un type extraordinaire. La politique de sauvetage des enfants, c'est lui, hein, en grande partie.
va chercher ce Loinger, il le connaît, puisqu'il a fait les cours de gym dans tous les homes de Louzé. Lui dit, écoutez, vous savez passer les frontières, vous êtes évadé d'un stalag, en Bavière, je crois. Eh bien, vous êtes un débrouillard, je vous charge de faire passer en Suisse une partie des enfants que nous allons peu à peu soustraire à la surveillance de Vichy et des Allemands. Et voilà comment Loinger a mis tout un dispositif en place. Au printemps 43, il va déjà passer 100 enfants, ce qui est déjà pas mal. Et puis surtout, il va inventer tout le dispositif. Il faut les faire voyager avec des faux papiers, en groupe, déguisés en colonie de vacances, avoir un bon prétexte. On va à la colonie de vacances pour tuberculeux, de tel endroit. Se procurer des certificats bidons de la Croix-Rouge française et même des badges. Se balader avec un badge de la Croix-Rouge française, laquelle n'était pas au courant. Ça me fait un incident diplomatique qui est remonté jusqu'à Vichy. Mais enfin bon. Et puis, à la frontière, prendre appui sur des passeurs locaux. Parce que eux, ils savent comment on passe en coupant les barbelés et comment on échappe aux patrouilles. Et c'est vital, et ces passeurs, il faut les payer. Et tous les convois d'enfants de la résistance juive ont payé les passeurs. C'était, grosso modo, un bon mois de salaire d'ouvrier par enfant. Donc, mais là, je vous passe toutes les histoires financières. Vous verrez ça dans mon livre. Georges Loinger est mort à Paris en 2018 à l'âge de 108 ans. Et il témoignait jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous longue vie comme à lui. Ben voilà, je m'arrête là. J'attends vos questions. Est-ce que vous avez connaissance de des façons dont les Français à Genève, en Suisse, ont réagi? Genève a toujours été très francophile. Oui. Le public genevois, l'opinion publique, on a quelques témoignages. Vous savez, quand on arrêtait quelqu'un à la frontière, bon, on l'emmenait d'abord au poste de douane, et puis ensuite dans une gendarmerie locale à la frontière. Et puis après, on faisait venir une camionnette de l'arrondissement territorial, donc des militaires. Et puis on l'emmenait en ville, au camp des Cropettes, ou au camp de Varambé, puis ensuite au camp des Cropettes. Et puis parfois, il n'y avait pas de camionnette disponible. Alors, un troufion accompagnait ces gens en tram. Pas le public, il voyait ça. Alors, on a pas mal de témoignages de gens qui arrivaient avec du chocolat, avec des oranges, quand ils en avaient, pour donner à ces pauvres réfugiés. De manière générale, l'accueil a été relativement positif. Alors, naturellement, vous avez aussi une fraction de l'opinion qui dit, comme toujours et comme maintenant, ils viennent nous voler nos places de travail. Vous avez une petite fraction du public, et puis beaucoup chez ces militaires à la frontière genevoise qui disent sont des juifs, c'est des gens, sont pas comme nous. D'ailleurs, l'officier de police était un antisémite. Alors, patenté, on a des rapports de lui qui sont vraiment injurieux. Où il dit cette race juive, ils vont nous apporter des maladies, c'est un sang mêlé, on ne doit pas les faire entrer, enfin des choses comme ça. Bon, alors que souvent c'était des braves gens qui habitaient en masse, il y en avait qui venaient de tout près. Bon, alors bien sûr il y a ça, mais je crois quand même, après avoir vu tellement de, disons, de témoignages, que je pense que l'opinion publique était plus favorable que non favorable. Voilà, si je peux avoir répondu. Moi, j'ai voyé des phrases que j'entends ma mère me dire. Je suis 44, hein, donc je n'ai pas vécu tout ça.
Mais elle travaillait pour la Croix-Rouge à l'époque. Oui, Donc, elle était française et suisse, parce qu'elle avait Oui. une double nationalité, elle était mariée avec mon père qui était suisse. Donc, ne rien faire à Genève, elle était incapable, quoi. C'est pour ça qu'elle s'est mise avec la Croix-Rouge. Mais elle m'a dit, elle a passé ses journées dans un vestiaire, enfin, ce qu'on appelait un vestiaire. bien sûr, bien sûr. Mais elle m'a dit, je suis incapable de te dire, des années après, qui j'ai habillé. Parce qu'ils arrivaient en lambeaux. Bah oui, bien Ils sûr. avaient passé les barbelés, quoi, ceux qui étaient arrivés. Alors beaucoup d'enfants racontent, parce qu'il fallait soit ramper sous les barbelés, le passeur soulevait, mais vous savez ce qu'avec les barbelés, c'est... Bon. Ou alors passer par-dessus. Je sais pas si vous avez vu, j'aurais dû mettre une photo. Enfin, c'est un dessin, on voit très bien. C'est un peu comme une échelle, mais il y a des diagonales de barbelés en plus. Alors on disait aux enfants, jetez votre manteau pour pas vous égratigner, et puis vous grimpez. Mais ils arrivent en sang, les gamins. Et alors bon, avec leur... Ils pleuraient parfois parce qu'ils avaient déchiré leurs beaux vêtements. Et oui, alors il y avait des vestiaires, il y avait le vestiaire américain, il y avait le vestiaire de l'entrée d'israélite, il y avait plusieurs vestiaires qui, voilà, qui aidaient et C'est qui... marrant, parce que, pas marrant si j'ose dire, mais ma mère m'a jamais indiqué qu'elle avait habillé des enfants. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait, hein, mais Alors peut-être que la Croix-Rouge, parce qu'en fait la Croix-Rouge suisse, si vous voulez, elle a une fraction qui s'appelait la Croix-Rouge suisse Secours aux enfants. Et donc, c'est eux et un autre organisme qui s'appelait l'Aide suisse aux enfants d'émigrés, qui était chargé de récupérer les enfants dans les camps de triage et de les placer dans des homes ou dans des familles. Puis par moments, ces institutions étaient complètement débordées. Puis les enfants restaient, il y avait une grosse promiscuité dans ces camps de triage. Vous avez des soldats français, il y a des histoires pas belles aussi qui sont passées. Mais, en principe, donc, la Croix du Secours aux enfants ou l'aide aux enfants d'émigrés, qui était formidable, très très efficace. Alors, elles essayaient de les sortir. D'abord, on leur faisait passer une visite anti-poux, anti-gale, anti-tuberculose, enfin tout ce que vous imaginez. Puis après, on les plaçait assez rapidement dans des familles où ils n'étaient pas toujours heureux non plus. Mais quand ils n'étaient pas heureux pour des bonnes raisons, ils pouvaient demander de changer. Moi, j'ai pas mal de témoignages où ils alertaient, ça remontait, et assez rapidement, on les mettait ailleurs. Certains gamins ont été utilisés comme petits esclaves à la campagne. Alors là, quand ils arrivaient à alerter, ben, on les changeait. D'autres ont été cocolés, comme les propres enfants de ces familles. Moi, je connais un monsieur qui a maintenant 87 ans à Paris, qui témoigne très volontiers dans les écoles. Il s'appelle André Panzer, qui est venu avec un convoi d'enfants en octobre 43, mais qui a été assez rapidement placé chez un couple à Zurich, qui n'avait pas d'enfants. Enfin, pas à Zurich même, mais dans la campagne zurichoise, dans un bourg, petite ville. Eh bien, il est resté en contact avec sa famille d'accueil. Encore maintenant, il appelait son père adoptif, le monsieur qui l'a hébergé. Le père adoptif est mort il y a 2 ou 3 ans, plus que centenaire, et notre ami André allait chaque année le voir chez lui. Tellement ses rapports étaient familiaux. Voilà. Alors il y a des histoires comme ça. Il y en a qui sont moins bien. c'est bien occupé des enfants à l'époque parce qu'elle n'avait pas d'enfants Voilà. à l'époque. Je suis seule. Elle Eh ben a voilà. 8 ans, alors Voilà. elle avait le temps de s'occuper. Voilà, c'est un peu le cas aussi d'André, qui n'avait pas de frères et sœurs, si j'ose dire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous parlez de l'association Lozé, Oui, qui a l'air... J'ai pas eu encore le bonheur de lire votre livre, donc je ne connais pas cette association.
Mais du coup, elle a l'air d'être assez institutionnalisée. Mais pendant à cette période, c'est une association juive, du coup, c'est ça? Et comment elle était... Enfin, Alors, pourquoi elle est tolérée, cette association alors, qu'il y a quand même des... oui, il faut expliquer ce que c'est que l'OSE. L'OSE, OSE, c'est l'acronyme de œuvre de secours aux enfants. C'est une institution médico-sociale juive qui a été créée encore sous les tsars en Russie. Après la révolution russe, elle est partie à Berlin et elle a eu comme président Albert Einstein. Et quand l'Allemagne est tombée sous le joug nazi, elle s'est déplacée à Paris. Et quand la France a été envahie en 1940, elle s'est déplacée en zone libre. Mais en gardant d'ailleurs une antenne à Paris. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Au départ, des dispensaires, ce qu'on appelait des gouttes de lait, c'est-à-dire pour les jeunes mamans, pour leur donner, les éduquer à l'allaitement ou leur distribuer du lait sain pour leurs enfants. Et ils faisaient tout ce que font les infirmières actuellement en pédiatrie, c'est-à-dire peser, mesurer les enfants, donner les conseils de santé, dépister les épidémies, faire les bulletins de croissance, tout ça, les carnets de santé. Pour la population juive pauvre, évidemment, les juifs riches pouvaient aller ailleurs, mais il y avait énormément d'immigrés. Après, il y a eu toute l'arrivée des réfugiés d'Allemagne, d'Autriche annexée, qui arrivaient sans le sou et qui étaient tout à fait heureux d'avoir au moins un endroit pour s'occuper de leurs enfants sur le plan médical. Et puis, ils ont compris aussi qu'il fallait faire quelque chose de plus pour l'accueil. Et ils ont commencé par ouvrir certains de ces châteaux pour les jeunes juifs allemands ou de Belgique que les parents voyaient seuls, soit en Belgique, soit en France, puis après en 1940, vers la France. Alors ils ont ouvert ces châteaux, c'était l'œuvre de la baronne de Rothschild. Elle a ouvert des châteaux, elle a travaillé avec l'OSE, ils ont réussi. Vous savez, un château à l'époque, ça coûtait une bouchée de pain, ou enfin quelques-unes. Alors heureusement, on arrivait à acheter ces châteaux pour, je suppose, le prix d'une bicoque maintenant, et à les installer comme on pouvait. Mais alors après, il fallait engager des éducateurs. Et c'était c'est assez extraordinaire ce que l'OSE a fait. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. Ma collègue Cathy Hazon a consacré d'abord sa thèse de doctorat au travail de l'OSE après la guerre, mais elle a aussi écrit plusieurs ouvrages sur le travail de l'OSE pendant la guerre. Alors, tout ça était légal. L'OSE était intégré à l'UGIF, mais à partir de l'invasion allemande de novembre 1942, elle a compris qu'il fallait, déjà un peu avant, depuis les rafles, il fallait basculer dans la clandestinité. Et donc, elle a institué ce circuit Garel, dont le circuit Loinger est en fait un appendice. Circuit Garel, ça consistait à récupérer l'enfant Moïse Blumenfeld dans le home de Montintin, à l'appeler Maurice Barbier, et puis à l'envoyer comme élève interne au lycée de Jarnac, ou je ne sais où. Et donc, beaucoup de directeurs, de proviseurs de lycée ont joué le jeu, beaucoup dans l'éducation laïque. Vous savez, c'était souvent des rats de sauce, des anti-pétins. C'est magnifique. Il y a les couvents aussi. Combien de couvents avaient des internats de filles notamment, avec beaucoup d'élèves juives. C'est pas... Alors c'est bien sûr, elles avaient des faux noms, elles étaient cachées. Une petite fraction, on les destinait à passer en Suisse. Tout ça, vous trouvez dans le livre. Je peux pas aller plus loin sur l'OSE. Oui. Oui, dans les motifs de la réticence officielle à l'accueil,
est-ce qu'on peut imaginer aussi, premièrement, qu'un accueil important, organisé, etc., aurait pu être considéré comme entorse à la neutralité? Deuxièmement, Oui, c'est une bonne question. et l'autosuffisance alimentaire là-bas à l'époque? Bon, alors je commence par cette deuxième. Bon, quand j'ai dit que de France, à peu près 16 000 personnes essayent de passer en Suisse, on en accueille 12 675. Et pourquoi on n'a pas accueilli les autres? Bon, c'est pas 2 ou 3 000 personnes de plus qui auraient fait basculer dans la pénurie alimentaire. Non, la Suisse avait ce qu'on appelait le plan Wallon, c'est-à-dire qu'elle était autarcique pratiquement sur le plan alimentaire. En plus, il faut bien savoir que les zones comme Genève, frontalière, continuaient à pouvoir importer tous les biens agricoles, le lait notamment, de toute sa couronne frontalière. Donc, il n'y a pas eu de famine en Suisse, et même 20 ou 30 ou 50 ou 100 000 réfugiés de plus n'auraient absolument pas pesé sur l'alimentation des Suisses. Après, est-ce que ça aurait pu créer des incidents diplomatiques? Ça, c'est une question pertinente. Alors, je peux vous dire que à Berne, ils ont eu très peur que oui. Ils ont eu très peur. C'est-à-dire qu'ils ont surtout eu peur du côté de la zone occupée. Parce que la zone occupée, c'était l'Allemagne quelque part. Donc, à Berne, on a même cru, tenez-vous bien, jusqu'en octobre 42, que les cartes frontières allemands envoyaient les Juifs vers la Suisse pour créer des incidents de frontières, pour provoquer. C'est dingue. Alors qu'en octobre 42, ils essayaient surtout de les arrêter pour les envoyer à Auschwitz. Et donc, vous voyez l'état de pas très bonne connaissance de la réalité. Alors, à Berne, on s'en est défendu, on s'en défend encore maintenant. On avait très peur du puissant voisin du Nord. Monsieur Rothmund, il dit jamais Hitler. Il détestait Hitler, je peux vous le dire, mais le puissant voisin du Nord. Bon. Mais la France, ce qui arrivait de France non occupée, la Suisse avait d'excellents rapports avec la France. Les rapports diplomatiques étaient plus que cordiaux. Et quand il y a eu l'État français à la place de la République française, les rapports ont continué à être plus que cordiaux. Et quand il y avait un incident de frontière, il y en a eu, hein. Il y a des gardes-frontières suisses qui ont tué un jeune pêcheur français, par exemple, qui transportait des juifs. Eh bien, ça donnait lieu à une discussion entre le préfet et les autorités suisses en disant « comme c'est dommage qu'il y ait eu cet incident ». Donc, il n'y avait aucun moyen de contrôler qui venait de France. Et de fait, le fait que la Suisse ait été plus ouverte et moins refoulante envers ceux qui venaient de France, c'est quand même aussi parce qu'ils avaient beaucoup moins peur de représailles. Voilà. Réponse un peu nuancée, mais il faut la donner. Mais ils ont quand même, les Suisses ont fait garder la frontière par l'armée suisse. Hein, Ah, mais bien sûr, parce bien qu'ils ont entendu. peur. Ah non, non. Bien sûr. Bon, on était en guerre quand même, ça, Oui. je crois que... Oui, peut pas... oui, mais la Suisse n'était pas attaquée. Mais ils avaient non, mais peur. elle aurait pu l'être, je veux dire, auraient pu l'être. on a une défense, bon. Ouais, bah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question s'il vous plaît. Au niveau de la gendarmerie pendant la résistance, bon, il y a une période qui est controversée où effectivement des éléments... La gendarmerie sont française. La gendarmerie française dans ses actions de résistance. Oui. Aujourd'hui, les gendarmes français sont intervenus à de nombreuses reprises justement pour faciliter l'évasion de Juifs de France vers la Suisse. Quel a été le fonctionnement à cette époque-là? Comment Alors, ça s'est fait? oui. Puisque effectivement, il y avait tout un réseau qui s'était mis en place dans le département de l'Ain, depuis le Rhône, depuis le secteur 4 du Candidier à hauteur de Saint-Traduc-Corcy et également sur le secteur Anse-Miribel.
Et tout le réseau se mettait en place pour relier toutes les unités, c'est-à-dire que tous les agents de liaison étaient mis en action à cette époque-là, à travers tout le département. Et en fait, les derniers acheminements, si je peux me permettre d'employer ce mot, arrivaient sur le bataillon marin, qui était basé en zone interdite, et qui facilitait l'évasion de juifs français vers la Suisse. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, les gendarmes français, en été 42, ils sont pétainistes et ultra-pétainistes en Haute-Savoie. Hein. Moi, je vais vous parler de ce que je connais bien, la Haute-Savoie. Les arrestations par les gendarmes français ont créé en proportion beaucoup plus de dégâts que les arrestations par la police nationale. La police à Annemasse et même à Bellegarde, j'ai le sentiment qu'elle était pas si pétainiste que ça, bien sûr, loyale, bien sûr, mais elle faisait pas de zèle pour arrêter des juifs. Elle n'en a pas fait. La gendarmerie faisait du zèle. Et on a des rapports, parce que je suis allée voir les archives de la service historique de la gendarmerie, bien sûr, sont à Vincennes maintenant. Il y a eu des capitaines. Il y a eu un capitaine de gendarmerie, s'appelait Prunet. Était à Thonon, hein, c'était le chef de la gendarmerie, de la brigade de Thonon. Alors lui, il faisait carrément du zèle, il allait voir le préfet et lui disait, écoutez, maintenant, il faut mettre des unités sur le lac pour arrêter les petits bateaux qui traversent. Il faut mettre des unités dans tous les cars, vous allez arrêter tous les cars au passage. Vous allez les mettre, on va mettre des gendarmes dans les trains, on va arrêter tous les juifs qui essayent de passer. Oui, il a fait beaucoup de zèle, le capitaine Prunet. Et malheureusement, il en a arrêté beaucoup. Eh bien, vous savez comment le capitaine Prunet a fini la guerre? Comme réfugié en Suisse au titre de la résistance. Avec sa famille. Pourquoi? Parce que le capitaine Prunet a fait comme beaucoup de gendarmes, profondément pétainiste, profondément révolution nationale, anti-juif, puis à un moment donné, ça coince. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus maître chez soi, parce qu'il y a les Allemands, puis les Italiens, parce que les Italiens, j'aime autant vous dire qu'ils ont complètement dépossédé les gendarmes français. Vous n'avez plus rien à dire. Et les douaniers français, vous n'avez plus rien à dire. Poussez-vous, c'est nous qui faisons le contrôle. Bon, et après de nouveau les Allemands. Entre-temps, il y en a qui sont devenus de vrais résistants. Mais je dirais qu'en été 42, c'est rare, un vrai gendarme français résistant. Sandy, où je suis à 108 gendarmes résistants déclarés comme tels avec CVR et puis sur un effectif de 400 à cette époque-là. Et par contre, aussi des gendarmes qui ont facilité. Alors donc bien sûr, il y avait les deux côtés du miroir, c'est-à-dire qu'il y avait les bons et il y avait les autres. Hein, quelque part, ceux qui avaient aussi prêté allégeance au gouvernement, donc même avant que ça soit Pétain. Et effectivement, à un moment, l'allégeance, jusqu'où elle va? Et en fait, ça restait des hommes. Et aujourd'hui, il y a dans les rangs, enfin à cette époque-là de la gendarmerie, il y avait des sous-ofs ou même des officiers qui intervenaient très largement pour la résistance et ça leur a valu quand même les arrêts de forteresse, voire la déportation. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a eu des douaniers résistants aussi. Il y a eu tout un réseau de douaniers. Par exemple, en avril 44, lorsque les convois d'enfants, très nombreux, avec Marianne Cohn notamment, ils passent à une petite douane qui s'appelle Fossard. Et à la douane de Fossard, pendant tout le mois d'avril, on passe. Il n'est pas possible que ça se soit fait sans la complicité des douaniers français qui, entre parenthèses, devaient prévenir quand il y avait des patrouilles allemandes. Alors, naturellement, c'est pas écrit dans les archives, mais vous devez interpréter les blancs qui sont dans les archives. Et il y a une arrestation le 2 mai. Le 2 mai. Et à partir de ce moment-là, on ne passe plus à Fossard. On va passer ailleurs. Donc, oui.
il faut aussi savoir lire ce qui n'est pas écrit. Je voudrais toujours dire quelque chose à propos des Italiens. Au moment où ils gardaient la frontière à Perly, j'avais de la famille en France et une autre famille en France. Arrive mon oncle, qui était jeune jésuite. Donc il était là pour essayer d'approcher son frère qui était de l'autre côté là. Et comme c'est un peu la tradition, de l'autre côté de la frontière, il ne bouge pas, mais il donne sa bénédiction à la famille qui était de l'autre côté de la frontière, mais publiquement. Hein. Ah Et oui. mon père a dit, j'ai entendu un claquement de bottes. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Non, il a compris ce qui se passait. C'était les Italiens qui se mettaient au garde à vous parce qu'ils étaient en curé. Ah, bah bien sûr. Bien sûr. Bah oui, mais ça. C'est pas étonnant. Hein. Ben oui. Bon, les Italiens ont protégé les Juifs. Donc toute la période d'occupation italienne, c'est vrai, hein, on a pensé que c'était une légende. Non, non, c'est absolument attesté dans les archives. Alors, non seulement ils protégeaient les Juifs étrangers, mais même les Juifs français. Alors on a des très belles histoires de rafles en février 43, où la gendarmerie française arrête des Juifs, les met à la caserne d'Annecy. Et les Italiens arrivent en force, font le planton autour de la caserne d'Annecy pour que plus personne ne puisse sortir et attendent jusqu'à ce que les cars pour la déportation soient partis. Puis après, ils les libèrent, puis les Juifs, entre-temps, ont été libérés par les Italiens. Bon, il y a des belles histoires comme ça. Bon, mais quand ils partent, les Allemands arrivent en force, et c'est là que ça redevient de nouveau très, très dangereux. Par contre, les Italiens ont été extrêmement vaches avec les maquis. Hein. Ça, il faut savoir qu'ils se faisaient des expéditions punitives dans les montagnes et ils incendiaient les chalets des maquisards. Ça, c'est... Il y a eu des exécutions, il y a eu... Ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est intéressant. Bon, alors, je peux que vous recommander d'acheter mon livre. Voilà.